Salam outsiders, bon la famille, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez demandé un débrief, le débrief comme d'habitude il est là, c'est lundi, c'est vrai, c'est pas dimanche, c'est vrai, mais le débrief il est long, il est chaud, j'espère que vous êtes chaud, attachez votre ceinture, c'est parti. Bon, on va commencer le débrief par les vraies choses. Tu vois, d'habitude, je commence par l'Angleterre. Mais là, je ne peux pas commencer par l'Angleterre. Je commence par la France. Faut qu'on soit sérieux. Faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Mais c'est quoi le délire des trophées UNFP? C'est quoi le délire des trophées UNFP, là, les trophées de meilleur joueur en France, etc. En Angleterre, c'est sorti il y a quelques semaines. On s'est plaint. On a vu le 11 de départ. On n'a pas compris. On s'est dit, mais que fait? Et je dis bien, hein, que fait Sergio Aguero dans le 11 de départ? On n'a pas compris, on a pu mettre un Mané, un truc comme ça, etc. Aujourd'hui, on arrive en Ligue 1, déjà il commence déjà avec des bêtises. Meilleur joueur de l'année, Neymar. Le mec a joué 20 matchs. Il y a 38 matchs dans une saison, il a fait la moitié de la saison, on lui donne meilleur joueur de l'année. Sur quelle base? Sur quoi? Pourquoi? Parce qu'il a mis 19 buts, 13 passes d'ess. Dans les 19 buts, il a mis combien de pénaux? Je vous pose la question. 4 pénaux dans les 19 buts. Quand même, déjà là, tu fais 19,4, ça te donne 15. Donc tu commences déjà à y penser, tu vois. Donc là, maintenant, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit honnête, sincèrement. Tu ne peux pas avoir vu la saison de Luis Gustavo, la saison de Thauvin, la saison de Edison Cavani, quand même, qui finit meilleur buteur maintenant, quand même, devant Zlatan, etc. Et donner le trophée à un mec qui, pendant les 3 derniers mois, il est en train de jouer à Wall Star Poker, je sais pas quoi, chez lui, assis au Brésil, tranquillement, en train de bronzer. C'est pas sérieux. Sincèrement, en Ligue 1, à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies choses. Et moi, je me suis posé la question en disant, mais c'est qui nomme? Parce que la question c'est de savoir c'est qui nomme. Et j'ai vu que c'est les joueurs qui votent. C'est comme en Angleterre, c'est les joueurs eux-mêmes qui votent. Mais j'ai dit mais les joueurs de Ligue 1 ils sont de mauvaise foi, ils ont un problème. Ou bien Nasser leur a fait des Western Union, je sais pas, il leur a fait des virements à gauche, à droite. Nasser a dit bon toi tu es où? Toi tu es à Angers, tu galères, ouais tiens vas-y prends un petit. Toi tu es à Caen, tu galères, vas-y prends un petit. Parce que ça fait pas de sens. Comment est-ce que Neymar peut être élu par ses pairs meilleur joueur de la Ligue 1? Je suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, meilleur joueur de la Ligue 1 ça va être quelque chose, c'est pas parce que tu es le meilleur joueur. Oui on sait que Neymar dans la Ligue 1 au complet, techniquement, tactiquement et tout, c'est le meilleur, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, meilleur joueur d'un championnat, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose sur la durée. C'est comme, tu sais, dans les sports US, ils parlent de MVP. Most Valuable Player, donc le joueur le plus utile de la saison, qui a été le plus utile. Mohamed Salah a été anormalement utile cette saison. Cavani a été anormalement utile cette saison. Thauvin a été anormalement utile cette saison. Gustavo, j'en parle même pas, il a joué défenseur central, milieu défensif, latéral, il a joué tous les postes. Même Bounassar a été plus utile que Neymar. Donc à un moment donné aussi, quand je vois ça, je comprends pas. Donc vraiment ça, sur ce coup-là, ils ont déconné. Deuxième bêtise encore du trophée UNFP, il te sort le 11. Sur le 11, moi je suis d'accord avec tout le monde. Mais il y a un joueur, je comprends pas. Verratti, il fait quoi là-bas? En fait, Verratti, il fait quoi au milieu? Il fait quoi au milieu de terrain, Verratti? Sincèrement, comment tu peux avoir vu la saison de Ligue 1 qui est presque sur le point de finir, qui finit la semaine prochaine? Comment tu peux avoir vu les milieux de Lyon là? Les Ndombele, les Aouar, tous les petits là, tu les connaissais pas? Qui connaissait Ndombele au début de la saison? Moi personnellement je ne le connaissais pas trop. Ndombele je l'ai vu jouer en début de saison, je l'ai suivi durant toute la saison, mais il m'a bluffé. Aouar j'en parle même pas. Tous ces petits là ne sont pas dans le 11, mais ils ont trouvé un moyen de mettre Verratti. Qu'est-ce que Verratti a fait cette saison? Expliquez-moi. Honnêtement, moi à un moment donné, sincèrement, je comprends plus rien. En toute honnêteté, je comprends plus rien. Ça c'est les trophées UNFP en France, sincèrement, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Première ligue, c'est terminé, c'est fini. Ah ouais, sincèrement, moi perso, comme j'ai dit toujours, c'est mon championnat préféré. Évidemment, c'est mon championnat préféré parce que mon équipe est là-bas, c'est Arsenal, évidemment. C'était la dernière de Arsène Wenger, c'est terminé, c'est fini. Tonton Papy Wenger, vraiment merci pour tout ce que tu as fait en toute honnêteté. Il est parti devant les supporters, les fans. Il a fait un truc comme ça, tu vois. J'ai dit, ah, Arsène et tout. Ça fait plaisir, honnêtement. Maintenant, il faut qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on dise les vraies choses. Qui va être coach d'Arsenal la saison prochaine? Qui sera coach d'Arsenal? Moi, j'entends pas une rumeur sur Arsenal, ça me fait peur. Ça me fait peur. J'entends des Tuchel par-ci, des je sais pas quoi par-là, des grands coachs, des Joachim Löw, des trucs. Arsenal, t'entends même pas un gars, mec. T'entends pas une rumeur. Nous, on nous parle de Arteta, mec. Vous êtes sérieux? Vous allez nous ramener Mikel Arteta? Sincèrement, Arteta, il a fait quoi? Arteta était capitaine d'Arsenal, il a rien foutu. Tu veux qu'en tant que coach, il fasse quelque chose? C'est pas sérieux, honnêtement. Il y a des choses que je comprends pas. Et quand je regarde ça, je me dis, attends, ce club-là qui est Arsenal ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait cette saison. Quand Ferguson part, il part en tant que champion. Et donc, il laisse à David Moyes une lourde tâche. La tâche de continuer, en fait, de continuer le legacy qu'il avait laissé, tu vois, l'héritage qu'il avait laissé, c'est-à-dire de continuer à être champion, d'être Manchester United, être champion une fois sur tous les 2 ans ou une fois tous les 3 ans. C'était ça Manchester United. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais quand je vois Arsenal, je me dis c'est différent. Wenger quitte et Wenger quitte 6e. C'est le pire, je dis bien, hein, c'est le pire.
un résultat que Arsenal a eu, mais durant ces 22 dernières années. Donc à un moment donné aussi, il faut qu'on soit sérieux. Qui va être le prochain coach d'Arsenal? Moi personnellement, on m'a posé la question, j'ai dit moi j'aurais aimé voir Thierry Henry, mais ça m'étonnerait qu'il le mette parce que Thierry Henry et Wenger à la fin ils s'entendaient pas trop, tu vois. Même récemment là, quand Henry est passé à la télé, il a commencé à critiquer, Wenger ne l'aimait plus. Peut-être qu'ils vont nous ramener Vieira, pourquoi pas, ça me dérange pas, mais tant que ça reste quand même quelqu'un qui a déjà fait quelques preuves quelque part, parce que Vieira en MLS il fait le taf, quelqu'un qui tu sens qu'il a le caractère de mener cette équipe-là. Parce qu'il y a des boys, il faut qu'on les bouge. Ozil, c'est pas possible. Le boy est toujours blessé. 1, 2, 3, Ozil est blessé. 1, 2, 3, Ozil a mal au pied, il est enrhumé, il a mal au dos, il est truc. C'est pas sérieux. Donc à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui est capable de mettre du courage, d'insuffler de la hargne, de l'envie à ces joueurs-là. Et ça, sincèrement, moi j'ai juste besoin de cela. Le reste, ça va aller. Sincèrement, Dieu est grand. Honnêtement, quand je vois les Aubameyang et Lacazette devant en train de permuter, de jouer ensemble et tout, je me dis que l'année prochaine, ça peut être chaud. Manchester City, la saison de tous les records. En toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. Pep Guardiola, c'est un grand coach. Sincèrement, moi je sais qu'il y a beaucoup de Guardiola haters. Ça, c'est vrai, c'est une réalité dans le monde du foot aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Guardiola. C'est vrai, tu peux ne pas aimer Guardiola parce que le mec il a un style de jeu qui est un peu chiant, etc. Ou tu peux même te dire que derrière, tu n'aimes pas son style de jeu parce que tu n'aimes pas trop son tiki-taka, il garde trop le ballon, etc. En Angleterre, on l'a beaucoup critiqué. L'année passée, quand on est venu, on l'a critiqué. On lui a dit change ton style de jeu. Il a dit je change pas. Je reste. Cette année, il nous a montré, il nous a fait une leçon, Guardiola, carrément. Le mec a eu 100 points. Vous êtes sérieux, vous? Il a eu 100 points. Il a gagné le championnat la 33e journée, 5 journées avant la fin, avec 100 points. C'est-à-dire même le PSG qui est en Ligue 1 ou le Bayern qui est en Bundesliga, le championnat plus faible, n'ont pas eu 100 points. Lui, il a eu 100 points. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le même nombre d'équipes en Allemagne, mais quand même, il a eu 100 points. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Faire 100 points, avoir plus de 100 buts dans une saison, collectivement, ils ont battu tous les records. La meilleure équipe à l'extérieur, tout ce que tu puisses imaginer cette année en première ligue, c'est Manchester City qui l'a eu. Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Guardiola, il faut donner à César, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Guardiola, c'est un grand coach. Il l'a fait dans un championnat où il n'y a que des grands coachs. Il faut qu'on soit honnête. Tous les coachs là, dans le top 6 de la première ligue, c'est des coachs qui sont respectés. Que ce soit Antonio Conte, Pochettino, Mourinho, Wenger, tous, c'est tous des mecs respectés. Aujourd'hui, réussir à gagner le championnat là, dans ces conditions-là, et à carrément dominer le championnat là, en toute honnêteté, respect à Guardiola, bravo à Manchester City. J'ai hâte de voir la saison prochaine ce qui va se passer. J'ai hâte de voir leur mercato, parce que tu sens que le mercato de City cette année va être un peu plus light. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup investi. Et il a bien investi. Contrairement à son voisin Manchester United qui a autant investi. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Les gens disent ouais, Pep il dépense, il dépense. On a fait les calculs. Pep n'a dépensé que 45 millions de plus que José Mourinho. Et je vous ai dit plusieurs fois, 45 millions dans le marché actuel, c'est des petits joueurs, mec. C'est des boys de Ligue 1 que tu achètes à 45 millions. Il faut qu'on soit sérieux. Un top player, tu n'achètes pas 45 millions. Donc aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis que donc, finalement, Pep a bien dépensé. Il a viré en début de saison tous les vieux là, les Zabaleta, les Sagna, les Kolarov, tous il les a virés. Il a ramené que du neuf, du Walker, du Mendy malheureusement qui s'est blessé mais qui nous a montré encore une fois en début de saison qu'il était très fort. Donc j'ai hâte de le voir la saison prochaine. Il a reconstruit son équipe pour le long terme. En plus de ça, en pointe, il a Jesus qui n'a pas encore pris, je pense, la pleine ampleur de son talent. Le boy lui-même, il ne sait pas encore comment il est talentueux, Jesus, tu vois. Donc donne-lui un peu de temps et je me dis, Pep peut refaire la même chose l'année prochaine. Surtout s'il va lui chercher un bon ailier. J'ai entendu qu'ils étaient intéressés par Leon Bailey. Personne ne le connaît, le boy. C'est un Jamaïcain. Il joue à Leverkusen. Je ne sais pas s'il y en a des outsiders qui le connaissent. Si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire. C'est un tueur, ce petit Leon Bailey. J'ai vu le boy la jouer. J'ai dit, merde, c'est pas possible. J'ai dit, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à Leroy Sané. J'ai dit, Pep va aller l'acheter. L'année prochaine, vous allez voir Leon Bailey. Il va venir à City, il va tous nous tuer, mec. Sincèrement, ce petit-là est trop fort, mais il sait tout faire. Il a porté les Leverkusen cette saison. Donc aujourd'hui, encore une fois, City, ils sont intelligents. City, ils font du bon taf. Sincèrement, City, ils font du bon taf. Et quand on parle de Qatari, voilà, City, voilà, Qatari est quand même constant. Parce que City n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais comparé au PSG, j'ai beaucoup plus de respect pour City parce que je me dis, le PSG, ils sont non seulement dans un championnat faible. Et l'année passée, ils sont débrouillés pour perdre le championnat. Mais en plus de cela, en Ligue des Champions, ils ne sont pas encore passés à ce palier-là. City, tu sens qu'ils vont passer le palier de la Ligue des Champions beaucoup plus vite parce qu'ils ont de meilleurs joueurs. Et en plus de cela, ils sont dans un championnat beaucoup plus compétitif. Et ça aide. Liverpool. Ah ouais, you will never walk alone. Et en toute honnêteté, cette année, cette saison, ils n'ont pas walk alone. Encore une fois, Liverpool finit, si je ne me trompe pas, ils finissent 4e encore une fois du championnat. Comme l'année passée. Dans tous les cas, c'est pas important cette année parce qu'il n'y a plus de tour préliminaire en Ligue des Champions pour le 4e. Direct, tu vas en Ligue des Champions. Mais Liverpool, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit honnête. La star de cette année, c'est Mohamed Salah. Voilà, c'est lui. C'est honnêtement 32 buts, quoi. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que 32 buts, meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Quand on dit histoire de la première ligue, il y a des gars en commentaire qui vont vite fait dire ouais, cette année s'est trompé. Non, je ne suis pas trompé, hein. On a dit première ligue.
Avant, ça s'appelait la première division ou je sais pas quoi là. C'est pas la même chose. La première ligue, la réforme qui a été faite en 92 ou je me trompe pas, un truc comme ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a changé toutes les règles et c'est devenu la Premier League. Et le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, c'est Mohamed Salah. Qu'on le veuille ou non, sincèrement, c'est un tueur. Le mec, mais cette année, il a survolé la Ligue. Il a survolé la Ligue. Il s'est amusé avec les gars à gauche et à droite. Et puis Salah, il a pas mis beaucoup de pénaux. Je pense qu'il a mis 2 pénaux, un truc comme ça dans ses 32 buts. Ça montre encore une fois que c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. C'est MVP, le joueur le plus utile, le most valuable player, le meilleur joueur, le mec qui a porté l'équipe. C'est pas Neymar, c'est Salah. Et voilà où la différence se fait. Salah ne vole pas son titre de meilleur joueur face à De Bruyne. Il le mérite largement et amplement. Mais ça n'enlève rien à la saison de Kevin De Bruyne, ça c'est sûr et certain. Mais pour rester sur Liverpool, en toute honnêteté, très belle saison de la part des Reds. Ils ont mis beaucoup d'efforts en Ligue des Champions, donc en championnat vers la fin de la saison, ça s'est vu. Mais derrière, ils ont une finale à jouer face à l'ogre. À l'ogre, je dis bien à l'ogre, le Real Madrid. Ce ne sera pas facile, c'est eux les outsiders, c'est eux les vrais outsiders, tu vois, de cette finale-là. Et je me dis que, en toute honnêteté, l'année prochaine, Liverpool peut faire du sale. Parce que cette année, ce qu'ils ont fait quand même, c'est déjà extraordinaire. Il faut qu'on soit sérieux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Liverpool sur la scène européenne à ce niveau-là. On les avait vus en Europa League avec Klopp, mais on ne s'attendait pas. Jamais dans mes rêves les plus fous, si en septembre, on m'avait dit que Liverpool serait en finale Ligue des Champions, j'aurais dit c'est faux, tu mens. Mais pourtant, ils sont en finale Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, quand même, il faut leur donner. Et l'année prochaine, quand ils vont avoir Naby Keita qui arrive, là, qui a déjà signé, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est un Guinéen, mais c'est un tueur, lui. Oh là là, c'est un tueur. Honnêtement, c'est un tueur. Naby Keita, l'année prochaine, au milieu de terrain, dans l'entrejeu, mais ça va être une bouffée d'oxygène. En toute honnêteté, ça va être une bouffée d'oxygène. Et j'ai entendu parler de Nabil Fekir aussi. Je me dis, waouh, ça va être chaud quand même, parce que tu vas avoir Fekir, qui lui est non seulement à la fois un attaquant, mais à la fois un numéro 10. Fekir peut jouer tous les postes. Et Fekir plante des buts. Donc aujourd'hui, ça va être intéressant. En toute honnêteté, j'ai vachement hâte de voir ce Liverpool l'année prochaine. Parenthèse encore Liverpool, j'ai oublié de l'ajouter, la défense de Liverpool. Respect cette année. Sincèrement, Van Dijk acheté en janvier, ça a tout changé. Défense beaucoup plus solide. On a vu des gamins cette année qui sont sortis out of nowhere. 2 boys qu'il faut quand même féliciter. Trent Alexander-Arnold et Robertson. Robertson, c'est un tueur. Sincèrement, on va être sérieux. Le boy l'année passée, il était à Hull City, quoi. Je sais pas comment. Hull City est descendu en deuxième division. Il n'y a que les gars de Liverpool qui ont vu Robertson. Ils sont allés le chercher. Cette année, on l'a vu. L'amplitude de ce boy-là, le volume de jeu qu'il a, vous allez le voir face au Real. Sincèrement, c'est un excellent joueur de foot, ce latéral-là. De l'autre côté, tu as Trent Alexander-Arnold. Le petit, il a 19 ans. Il est né à Liverpool. Il est né dans le quartier, là, juste là, juste à côté du stade. Il a fait une superbe saison pour un petit 19 ans. Il a une maturité, mais extraordinaire. Et moi, j'ai hâte de le voir aussi l'année prochaine parce que je me dis, c'est des jeunes comme ça qui vont amener ce club-là loin, qui vont ramener Liverpool. Peut-être que Liverpool va enfin gagner un titre de première ligue. Depuis les années qu'ils cherchent leur titre de première ligue, les gars de Liverpool. Peut-être qu'ils vont enfin le gagner la saison prochaine. Parce que je me dis, cette équipe-là, quand même, peut aller loin. Elle peut aller assez loin. Et avec Van Dijk, quand même, tu as une genre d'assurance tout risque. Donc, pourquoi pas. Manchester United finit deuxième. Voilà, c'est le meilleur classement de United durant les années après Ferguson qui est parti en 2013 si je ne me trompe pas. Donc ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans. C'est le meilleur classement de United en ce moment. Honnêtement, respect. Mourinho a fait du taf. Honnêtement. Et puis Mourinho, on peut parler jusqu'à demain quand même. Il a fait le taf. Il a été meilleur que Van Gaal. Il a été meilleur que David Moyes, etc. Et en plus, l'année passée, qu'on le veuille ou non, il a quand même gagné 3 trophées si je ne me trompe pas. Ou même 2. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour montrer à quel point, encore une fois, tu le vois. Tu vois que United, ça restera toujours un grand club. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que Mourinho n'use pas ces joueurs-là? Parce que cette saison, on pensait que ça allait être l'ascension de Martial, ça a plutôt été le downgrade de Martial, parce qu'il risque de parler à la Coupe du Monde. Rashford, on pensait que ça allait être l'ascension de Rashford, ça a été le downgrade de Rashford un peu plus, parce qu'on se dit peut-être qu'il va pas aller à la Coupe du Monde. Ou Mourinho, en fait, il cantonne les mecs sur le banc, t'as l'impression qu'il joue avec le mental des gars. Luke Shaw, j'en parle même pas. À un moment donné, il y avait un article cette saison qui disait que Luke Shaw était traumatisé dans le vestiaire, les gens trouvaient que Mourinho, il abusait sur Luke Shaw et tout. Bah, tu vois qu'en fait, le mec, il met une pression telle à ses joueurs qu'il y en a qui ne sont pas capables de le prendre. Oui, dans le temps, quand il était à l'Inter, c'est pour ça que souvent je dis que Mourinho est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, il est avec une jeunesse avec laquelle j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à vivre avec. Sincèrement, il faut qu'on soit sérieux, il n'arrive pas à vivre avec cette jeunesse-là. Quand il gagne la première ligue avec Chelsea, c'est parce que tu as des cadres dans le vestiaire, tu as des John Terry, tu as des, comment il s'appelle, tu as des Ivanovic, tu as des Petr Cech. C'est une équipe, tu sais qu'en fait, littéralement, tu as des cadres, tu as des gars qui sont là pour parler aux jeunes, etc. Quand tu vas dans un club comme United, aujourd'hui, tu regardes et tu te dis, c'est un club qui cherche un leader, tu vois. Tu te dis que derrière, c'est un leader, mais ça a l'air d'un leader un peu plus silencieux, tu vois. Et tu les cherches les autres. Smalling, déjà, sur le terrain, il ne fait pas l'unanimité. Donc, comment tu veux que sur le vestiaire, il fasse l'unanimité? Donc derrière, je regarde ça et je me dis qu'il manque un leader dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, quand il manque un leader, bah, c'est le coach qui est obligé de prendre ce relais-là. Et quand il prend ce relais-là et qu'il y a un gap générationnel entre lui et les joueurs, ça ne marche pas. Alors que de l'autre côté, dans d'autres clubs, ils s'en sortaient. Parce que dans le temps, que ce soit à Chelsea ou à l'Inter, il avait toujours des grosses têtes, des têtes fortes. Que ce soit
avec, comment ça s'appelle, avec les Maicon, comment il s'appelle encore là, le meilleur attaquant du monde en 2010, Milito, ah oui, Milito, meilleur attaquant du monde en 2010. Là, tu sentais que c'était des gars qui avaient déjà une certaine expérience, qui avaient déjà une certaine, je sais pas, une certaine, ils étaient déjà matures en fait. Aujourd'hui, United, qu'on le veut ou non, c'est un effectif de jeunes. Tu es obligé de gérer des Pogba, des Lingard, des trucs, etc. Les boys, ça dab à gauche, ça dab à droite. C'est pas facile, tu vois. Donc aujourd'hui, tu sens que Mourinho, moi je pense que c'est ça qui les a peinés un peu. C'est la gestion de l'effectif de Mourinho, mais pas une gestion footballistique, plutôt une gestion émotionnelle. Et derrière, footballistiquement parlant aussi, il faut qu'on en parle. Le mec, il part des bus à gauche et à droite. Mourinho, il part des bus à gauche, à droite. 1, 2, 3, il part le bus. Donc aujourd'hui, Mourinho se plaint en disant qu'il n'a pas de bons joueurs, il doit acheter, il doit acheter, il doit acheter. Mais comme je l'ai dit et je le répète encore, cet été-là passé, il n'a dépensé que 45 millions de moins que Pep. Donc derrière, en fait, Mourinho va dépenser combien? Il va dépenser combien durant ce mercato aussi? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai hâte de voir, sincèrement. Mais United, comme je dis encore une fois, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Moi, j'ai hâte de les voir la saison prochaine parce que United, qu'on le veuille ou non, l'année prochaine avec Mourinho, ils sont partis pour gagner le titre. Mourinho ne va pas faire quand même 3 ans comme ça et laisser Pep gagner le titre 2 fois. Non, ça, il ne le fera pas. Tu vois. Donc derrière, je me dis, je pense qu'il va tout donner. Je pense qu'il va faire un mercato de ouf. Et j'ai hâte de voir qui va remplacer tous ces gars-là, qui va remplacer Mata, qui va remplacer Fellaini, qui va remplacer tous ces mecs-là en fait, qui cette saison étaient là, mais tu sentais qu'il manquait quelque chose. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Ah, les Blues de Chelsea. Cette équipe-là, moi, je la comprends pas. Parce que moi, Chelsea, ça, à un moment donné, il faut qu'on m'explique c'est quoi le plan. Chelsea, en fait, c'est l'équipe la plus inconstante de l'histoire de la Première Ligue. C'est pas possible. Chelsea, si tu regardes bien sur ces 5-6 dernières années, ils gagnent le championnat. L'année d'après, ils sont en 16e. Ou avec Mourinho, ils ont fini combien? 10e, 12e, je sais même plus, un truc comme ça quand Mourinho bat. Après, l'année d'après, ils regagnent le championnat. Après, ils finissent. En fait, Chelsea, c'est toujours comme ça. C'est des up and down, des up and down, des up and down. Là, ils sont dans un down. Mais le problème qu'il y a en ce moment, c'est plusieurs problèmes. C'est que non seulement ils sont dans un down, mais j'ai peur dans leur down. Parce que d'habitude, ils sont dans un down, mais les joueurs sont restés. Mais là, est-ce que Hazard va rester? Hazard, il va pas aller faire une grande Coupe du Monde ou un truc comme ça et puis rester à Chelsea. Il va faire quoi à Chelsea, mec? Hazard, il doit aller au Real Madrid. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui demandent Hazard au Real. Je me dis, ouais, ce serait pas bête Hazard au Real. À la minute où Gareth Bale part, si tu peux trouver une place à Hazard au Real, ce serait chaud. Donc quand tu regardes ça, tu te dis, mais attends, en toute honnêteté, cette équipe de Chelsea-là, il y a de quoi avoir peur. Conte, tu sais pas s'il va rester ou pas jusqu'à présent, mais je pense qu'il va partir. Comment il s'appelle? Bakayoko, c'était un flop total. Il a coûté quand même 45-50 millions en début de saison. Il y avait beaucoup d'espoir en lui. Tu vois, Kanté, il a fait une excellente saison, mais tout seul, il ne peut pas gérer. Fabregas, c'est un match sur 2, un match sur 3. Il est capable de temps en temps avec des fulgurances et tout, mais il n'arrive plus à gérer comme dans le temps. Morata, jusqu'à présent, je ne sais pas. Qu'on m'explique comment Florentino a fait pour le vendre 70-75 millions. Comment il a fait? Florentino, en fait, c'est le parrain, mec. C'est lui le parrain. J'ai dit toujours, c'est lui le parrain. Il est trop fort, ce mec. Il a réussi à vendre Morata 70 millions. En fait, je me dis, comment tu fais pour refiler à un club Morata 70 millions? Quand tu vois la saison de Morata aujourd'hui qu'il fait, tu dis, en fait, le gars, c'est un backup sub. Je suis désolé. Morata n'a absolument rien aujourd'hui pour être capable de porter une équipe. Les gens vont attaquer au début de saison Lukaku. Mais Lukaku a des années-lumière de Morata. Arrêtez. Lukaku fait des choses que Morata ne fait pas. Lukaku des passes décisives, d'ailleurs, en passant. Et Lukaku a fait une bien meilleure saison que Morata. Donc aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, ce Chelsea-là me fait peur parce que je me dis que l'année prochaine, il va rester qui? Est-ce que ce mercato-là, ils vont pas saigner? Est-ce que les mecs ne vont pas partir? Il y a des gars qui commencent à vieillir aussi. Donc derrière, watch out du côté des Blues. Tottenham. Ah, les Spurs. Moi, personnellement, je les aime pas. J'ai toujours dit, moi, je suis un fan d'Arsenal, je ne peux pas aimer Tottenham, tu vois. Mais Tottenham, il faut les respecter quand même. Qu'on le veut ou non, c'est la 3e année, je pense, qu'ils finissent dans le top 3. 3e année d'affilée qu'ils sont dans le top 3. Mais Tottenham, ils font le taf. Encore une fois, ils sont devant Arsenal. Encore une fois, ils finissent devant Arsenal. Mais Tottenham, le problème revient le même, c'est de dire, est-ce qu'ils vont garder leurs joueurs eux aussi? Parce que Harry Kane, cet été, il va peut-être se barrer. Dele Alli va peut-être partir. Eriksen, on n'en parle même pas. C'est tous des boys qui sont convoités. Les gens les veulent. Qui veut pas de Harry Kane ou de Ali ou de Eriksen dans ton équipe? Et Tottenham ne paie pas des gros salaires comme le font les autres clubs de première ligue. Et Pochettino, lui aussi, est convoité pas mal à gauche et à droite. Donc derrière, il y a de quoi se poser un peu, à savoir comment est-ce que Daniel Levy, le président de Tottenham, va gérer ça. C'est une question à se poser. Mais derrière, Tottenham reste dans la constance. Tottenham reste un club qui est très constant au travers des années. Il s'est qualifié encore une fois pour la Champions League. Encore une fois, ils sont dans le top 3. On verra l'année prochaine. En tout cas, moi, je leur souhaite de ne pas gagner le titre. Saison de première ligue de malade, sincèrement. Tout en été, il faut qu'on soit sérieux. Mais ça se passe pas toujours dans le top 6. On a l'impression que ça se passe dans le top 6. Mais moi, il y a 2 Africains. Sincèrement, il y a 2 joueurs africains que j'ai envie de plébisciter, vraiment dire qu'ils ont fait top saison. En toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. C'est Wilfried Zaha et Riyad Mahrez. Wilfried Zaha, je vais commencer par lui parce que Zaha a été blessé à un moment donné, international ivoirien, mais Zaha, c'est un malade. Zaha, à la minute où il est revenu, il a porté Crystal Palace. On pensait que Benteke allait le faire, mais Benteke, c'est un tocard, mec. C'est un tocard. Il est nul, Benteke. Il faut qu'on soit sérieux. Il est vraiment nul. Benteke, je ne sais pas comment lui, il a coûté 45 millions. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il y a des joueurs qui coûtent beaucoup trop cher pour rien. Et aujourd'hui, ce que Zaha a fait quand même cette saison, c'est sensationnel. Il faut qu'on soit sérieux. Très belle saison de Wilfried Zaha.
Très belle saison de Riyad Mahrez aussi, parce que Mahrez, qu'on le veuille ou non, bah Mahrez, il voulait partir en janvier, il y a eu clash, il a dit je vais aller à City, les gars ont dit non, tu partiras pas parce que tu dois rester, finalement, bah, ils ont eu raison de le garder parce qu'il a fait une très belle fin de saison. Mahrez, encore une fois, c'est un des meilleurs joueurs de ce championnat-là. Il faut qu'on soit sérieux, il y a des boys là, ils doivent quitter les Zaha, les Mahrez là, vraiment que quelqu'un vienne sauver le soldat Zaha et le soldat Mahrez, qui les amène dans des meilleurs clubs, des clubs où ils vont pouvoir être vus quand même, vus. Imagine si Mahrez joue à la Ligue des Champions, l'année où il a joué à la Ligue des Champions déjà, il était chaud. Mahrez aujourd'hui, tu le prends, tu le mets dans un club qui joue la Ligue des Champions avec un bon coach, mais Mahrez aujourd'hui, il peut faire une saison à la Mohamed Salah en toute honnêteté. Il va peut-être pas marquer autant de buts, mais côté passe d'ess et côté flair dans le jeu, les dribbles, etc. Mais tu vas avoir un Mahrez à un top niveau, tu vois, tu l'entoures de bons joueurs et ce sera un top player. Et aujourd'hui, tu le vois, sincèrement, deux top players, deux très très bons joueurs qui ont fait une super belle saison. On n'a pas beaucoup parlé d'eux, mais bravo à vous les gars. En Espagne, tranquille, honnêtement, tranquille. On va commencer par le Real. Le Real qui gagne 6-0 face au Celta Vigo. Le Real qui joue son dernier match à domicile, je ne me trompe pas, de la saison avant la finale de la Ligue des Champions et tout. Le championnat finit dans un match. Et tu regardes ça et tu te dis en fait que le Real quand même, qu'on le veuille ou non, ah ouais les mecs, contre le Celta là, ils ont fait le taf. Pourquoi? Parce que tu regardes le match et tu te dis quand même, déjà, la plupart des buts, tous les buts du Real, c'est les 5 des 6 buts, c'est des très beaux buts. C'est des très beaux buts, il y a un contre son camp, mais 5 des 6 buts, mais c'est des super beaux buts, tu vois. Gareth Bale, on l'a vu affûté comme jamais, au top de sa forme. Ça se posait la question à savoir, est-ce que c'est soit Ronaldo, soit Gareth Bale. Quand Gareth Bale, déjà à la base, faut qu'on soit sérieux, déjà à la base, faut qu'on soit très très sérieux quand même. Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain, comment ils gèrent le milieu, c'est juste sensationnel. Luka Modric contrôle la poitrine, il descend le ballon, il n'y a que lui qui a vu la course de Gareth Bale. Il donne le ballon, Gareth Bale, il va jusqu'à la ligne de corner, comme d'habitude, parce que c'est un latéral de formation. Donc faut pas oublier ça des fois, Gareth Bale, c'est dans son jeu, il aime bien courir, tu vois. Donc il va jusqu'à la ligne de corner, il fait un grand pont au défenseur, il t'enroule le ballon en pleine lucarne, mais super but de Gareth Bale quand même. L'autre but aussi, il te fait une superbe balle, tu vois, il la place bien, tu vois qu'il la place ras de terre, poteau rentrant, et il te la met. Et là, c'est une passe de Toni Kroos, si je ne me trompe pas. Donc tu vois que le jeu du Real quand même était un jeu rapide, vif, mais extrêmement explosif. Et c'est ça que j'aime voir moi du Real. C'est quand je vois le Real jouer comme ça en contre et que ça va vite. Taf, taf, pas, ils sont partis. Les rats, les gars sont partis, tu vois. Et là, ça s'est vu. Et ça encore, c'était cette force-là en fait. Ce week-end-là, c'est ça qui les a sauvés en fait. Le Real qui gère calmement à domicile 6-0, ils ont dominé. Mais derrière, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ça parce que je gagne 6-0 que ça veut dire qu'il n'y a qu'offensivement qu'il y a eu un festival. Non, Isco, il met un beau but. Les gars devant, ils ont fait le taf. Il n'y a rien à dire. Mais derrière, il y a une défense qui est anormalement solide quand même. Toute honnêteté, Keylor Navas, encore une fois. Vous avez vu les arrêts de Keylor Navas? Il y a une tête de Daniel Vass, il va l'arrêter, mais sur la ligne en bas. Mais Keylor, quand même, qu'on le veuille ou non, cette fin de saison-là, il est transcendé. Il est transcendé. En fait, quand tu vois Keylor comme ça, s'il était comme ça depuis le début de la saison, personne ne serait là en train de parler de gardien remplaçant au niveau du Real, de parler de Kepa ou de De Gea. Non, on serait en train de parler que de Keylor. Et aujourd'hui, Keylor est en train de montrer qu'il est en train de tenir cette équipe-là. Et s'il fait un match comme il est en train de faire ces derniers temps face à Liverpool, ça va être difficile. Même si devant, tu as la SMF, Salah, Mané, Firmino. Bon, Karim Benzema, c'est compliqué, sincèrement, ça me permet de faire une transition un peu sur le Barça. Bon, Benzema, toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux quoi. Benzema, les gars, mettent 6 buts, Benzema marque pas. C'est pas possible, honnêtement. Même Coutinho, il a mis un triplé. Même Coutinho, ça, il a mis un triplé là, tu vois. Bon, le Barça, faut qu'on soit sérieux. Le Barça, quand même, à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions. Ça, je vous le dis depuis des années, mes amis catalans sur la page, les outsiders, là, je vous le dis. Les gars, votre défense là, elle est pas sérieuse. Sincèrement, elle est pas sérieuse. Déjà, vous commencez le match, vous commencez avec Tom et Yeri Mina, là, tu vois. Les gars commencent avec Vermaelen et puis Mina. Mina, bon, Vermaelen a fait 30 minutes sur le terrain, après il est sorti. Mais déjà Vermaelen, Mina, mais c'était du n'importe quoi. Moi j'ai pas compris, mais je regardais tu regardes le match, je regarde la défense et tu vois les gars, ils ont perdu. Tu vois les Mina en train de poursuivre les gars là-bas sur le côté, il se fait bouffer. Tu vois ce Nelsinho Semedo, il est perdu. Tu vois j'en parle même pas. Piqué rentre, c'est encore pire. Quand Piqué rentre, tu te dis que ouais, ça va se stabiliser derrière. Mais c'est pire, ça va encore pire avec Gérard Piqué. Honnêtement, j'ai pas compris. Et je regardais ça et je me suis dit, mais attends, ce Barça là finalement, le fait qu'ils soient éliminés, qu'ils aient été éliminés par la Roma, etc., finalement, c'est des faits de jeu cette saison qui étaient réels. Parce qu'il y avait des lacunes. Et défensivement, il y a des lacunes. Au-delà des lacunes défensives, faut qu'on soit sérieux. Le Barça sans Messi, et ça je vous le dis, ça fait 2 débriefs, 3 débriefs, je pense que je le répète, je dis, mais que va faire le Barça après Messi? Et les gars me disent, non, tu sais, on va avoir il y a eu des décos, des Ronaldo. J'ai dit, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Là, c'est Lionel Messi quand même. On parle quand même, si on le veut, qu'on le veuille ou non, d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Je dis bien l'histoire. On dit pas des. Vous avez des gars qui ont été meilleurs joueurs pendant 1 an, ou 6 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, une période et tout. Là, on parle de l'histoire au complet du football. On parle de Lionel Messi en ce moment. Donc aujourd'hui, si Messi s'en va, vous allez faire comment? Cette saison, le Barça a joué 10 matchs sans Messi. Ils en ont gagné 5, ils ont eu 4 matchs nuls. Et même dans les 5 gagnés, si tu regardes bien, ils ont anormalement galéré. Dans les 4 matchs nuls, ils devaient
les perdre même presque tous les 4. Mais c'est parce que Messi est rentré en cours de jeu, comme face à Séville, tu vois, quand ils sont menés. Donc tu sens en fait que ce Barça-là sans Messi souffre énormément. Et là, ça s'est vu. Il jouait face à une équipe de Levante. Bon, faut contextualiser parce que j'ai vu les Madrilènes là venir se foutre des barres des Catalans, se moquer en disant ouais, vous n'allez pas faire d'invincibilité à gauche, à droite et tout. Certes, il n'y aura pas d'invincibilité, mais Levante, c'était pas un cadeau. Pourquoi? Levante, il y a 10 journées, ils étaient relégables. Il y a 10 journées, ils étaient relégables. Lors des 10 derniers matchs, ils ont changé de coach. Ils ont un nouveau coach là, depuis 10 matchs. Et en 10 matchs, le mec, qu'on le veuille ou non, il a gagné 8 matchs, il a eu un nul et une défaite. Vous voulez quoi? La défaite, il l'a face à Bilbao. Le nul, je ne me rappelle plus, c'est face à qui qu'il l'a. Et même dans les victoires, il a battu Séville, il a battu etc. Il a battu Valence, je pense. Donc derrière, tu vois que ce Levante-là, c'est un Levante qui est dans un momentum. Ils sont dans un momentum. Et ça s'est vu. Ils étaient en confiance, mais extraordinaire. Il y a des phases de jeu de Levante. Tu crois que c'était le Barça qui jouait, mec. C'était incroyable. Tu vois les gars qui récupèrent les ballons, ils te font des passes. Entre 4 joueurs du Barça, tu as les 4 qui sont là, ils prennent des ballons entre leurs jambes. Le petit Boateng là a failli les tuer dans la vitesse. Aujourd'hui, ça s'est vu, ça s'est vu, ça s'est vu. Je ne vais pas face à un petit adversaire. Techniquement, oui, Levante, c'est un petit adversaire. Mais si tu vois les 10 derniers matchs, Levante est peut-être même champion d'Espagne si tu regardes bien les 10 derniers matchs. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait mieux durant les 10 derniers matchs. Même le Barça, ils ont enchaîné des matchs nuls, tu vois. Le Real, j'en parle même pas. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, il joue face à une excellente équipe. Mais ça n'enlève en rien l'après Barça, la saison prochaine. Que va faire le Barça sans Messi à un moment donné? Et il faut régler les problèmes défensifs. C'est plus possible. Piqué, Vermaelen, tout ça là, à un moment donné, il faut gérer ça. Il faut aller chercher des vrais défenseurs, des mecs qui vont venir dans le long terme. Le Barça en a besoin. Le Barça doit le faire. Maintenant, en toute honnêteté, j'ai envie de parler d'Ousmane Dembélé. Il faut qu'on soit sérieux. Je l'ai dit la dernière fois. Dembélé, il joue. Oui, il joue pas mal. Non, c'est pas un mauvais joueur. On peut pas dire ça. Qui dit ça, tu mens. Dembélé, c'est un très très bon joueur. Mais Dembélé est très très jeune. Donc on attend beaucoup de lui. Mais Dembélé en ce moment, il joue comme un joueur de rotation, les gars. Faut qu'on soit sérieux. Il joue comme un joueur de rotation, comme un boy qui est dans l'effectif, qui doit rentrer de temps en temps. Il n'y a rien de moins entre Dembélé et Denis Suarez en ce moment au niveau du rendement. Il n'y a rien de moins, sincèrement. Faut qu'on soit sérieux. Denis Suarez ne fait pas moins de travail que Dembélé en ce moment. Techniquement, tactiquement et tout. Donc aujourd'hui, tu sens que Ousmane doit faire mieux la saison prochaine. Je m'attends à ce qu'il fasse une pré-saison pleine avec le Barça et que dès que l'année prochaine, la machine reparte. On va finir le débrief par la Juventus. Juventus, encore une fois, champion, sincèrement. 7e Scudetto d'affilée. La Juve, c'est un grand club. Toute honnêteté, c'est un très grand club. Il faut qu'on soit sérieux. Au-delà que la Juve soit un grand club, Allegri, c'est un grand coach. Allegri, quand même, il y a des gens qui... J'ai entendu une rumeur là, en disant qu'Allegri va aller à Arsenal ou pas. Je vous dis, j'ai entendu ça. Comme disent les Sénégalais, là je vais traduire du Wolof, mon cœur était froid. J'étais bien, quoi, j'étais bien, mon cœur était froid, j'étais trop bien. Je me suis dit, oh là là, c'est incroyable, si Allegri vient à Arsenal. Allegri, quand même, ça fait 4 ans qu'il est à la Juve, toutes les 4 ans, il a fait doubler. 4 années, 4 doublés. Il ne s'amuse pas, je ne me trompe pas. C'est 4 années, 4 ans ou 5 ans, je pense. Il a fait que des doublés. Chaque année, il fait champion Copa, champion Copa, champion Copa. Et là, il a encore fait cette année. En plus de ça, il avait fait 2 finales Ligue des Champions. Donc derrière, tu sens qu'Allegri, c'est pas un toca. Non, c'est pas un toca. Cette Juventus-là, c'est une Juventus qui est un peu vieillissante. L'année prochaine, elle va être un peu plus rajeunie. Parce que déjà, dans les buts, on a vu cette transition-là durant la saison cette année où entre Buffon et Szczesny, il y avait une transition. Ils ont presque fait du 60-40, voire même du 50-50, tous les deux. Bonucci, je dis Bonucci est parti, mais Barzagli, c'est vieux à un moment donné. Bon, faut qu'on soit sérieux, les Rougani, il faut qu'ils s'installent. Benasser, il a fait une excellente saison. Mehdi Benasser, quand même, moi j'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde. Tant que capitaine, quand même, ah ouais, les Marocains et tout derrière. Donc quand je regarde ça, je me dis que faut qu'on soit sérieux, cette Juventus-là, elle est forte. Elle est talentueuse. Ils ont tout ce qu'il faut. Offensivement, ils ont les joueurs. Le banc, ils sont dans un championnat qu'ils survolent. Donc dès lors, bravo aussi à Naples quand même, qui a essayé jusqu'au maximum de ses capacités. Naples n'a pas forcément les moyens financiers d'aller titiller la Juventus, mais Naples peut quand même tout donner en fait. Et Naples a tout donné cette saison. Malheureusement, ils y étaient presque à 3 journées de la fin quand Kalidou Koulibaly met cette tête. Tout le monde croit que n'a pas gagné le championnat. J'ai vu les commentaires. Qu'est-ce que ouais, Stan, tu nous as dit que non. Je vous avais déjà averti. Je vous ai dit que l'Italie là, jusqu'à extinction du ciel, jusqu'à je ne sais pas quand. En tout cas, bon, bref, faut qu'on soit sérieux en tout cas. Dans les prochaines années, je ne sais pas qui va venir titiller la Juve. Parce que la Juve commence toujours mal ces championnats. Je me rappelle la dernière année de Pogba, il commence à un moment donné, la Juve, ils ont genre quoi, 10 points, 12 points de retard sur l'Inter, un truc comme ça. Je me trompe pas, même 15, je me trompe pas. Et derrière, ils les rattrapent comme du n'importe quoi et ils finissent premiers avec, je sais pas, 4-5 points d'avance. Donc ça montre encore une fois que la Juventus, dès que le momentum part, dès qu'ils sont chauds, c'est fini. En Italie, c'est eux. Bravo Bianconeri. On va faire un live Facebook là avec les gars, le tacticologue et tout. Il va venir, il va nous parler de United et etc. Tu vois. Et en plus de ça, on va laisser les outsiders venir parler. Ça va être avant la finale de la Ligue des Champions. Donc restez branchés, on va annoncer ça et tout.
On se capte cette semaine, mercredi, pour un débrief. Ah ouais, ça va être chaud. Finale d'Europa League, Marseille, Atlético Madrid. En toute honnêteté, moi je me dis, l'Atlético part favori. Parce que l'Atlético de Simeone là, elle va pas jouer défensif face à Marseille. Il faut qu'on soit sérieux. Et puis beaucoup de gens se disent, ouais, Simeone joue défensif. Mais si tu regardes bien en Liga, Simeone, quand il doit planter des buts, les Griezmann, Cameroun là, il plante des buts. Quand il joue le Real et le Barça, évidemment, il faut qu'il bétonne. Mais là, face à Marseille, il va jouer offensif. Donc derrière, je m'attends aussi à ce que Marseille donne tout, tu vois. Parce que les Marseillais là, au-delà même d'être sur le terrain et d'avoir à jouer un match de foot, il y a toute une fierté en ce moment nationale qui est autour de Marseille. C'est que Marseille gagne l'Europa League quand même dans le stade de Jean-Michel Aulas. Sincèrement, tout le monde attend que ça en fait, en toute honnêteté. En fait, il y a comme même si tu n'es pas fan de l'OM, tu veux avoir ce petit plaisir malicieux là de voir l'OM soulever l'Europa League dans le stade de Jean-Michel Aulas quand même. Ce serait quand même énorme. Vu tout ce que Aulas a dit en début de saison sur l'OM, en toute honnêteté quoi. Donc sincèrement, ça va être chaud. On se capte pour ce débrief là, mercredi, Inch'Allah, Atlético Madrid, Marseille, finale d'Europa League. Et sinon, voilà, tous ensemble, tous outsiders, le débrief, il est fini. Comme je dis toujours, on like, on partage, on est ensemble. 2018, c'est notre année, tous outsiders la famille.